Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On est le lundi 31 mars, ça sera demain le 1er avril et je suis avec quelqu'un qui blague pas, Jacques Monclar. Bonjour, bonsoir Nico, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Ceux qui n'ont pas rigolé non plus hier, c'est les Wolves et les Pistons. Malice at the Target Center cette nuit entre Minnesota et Détroit. Jacques, ouais, actu chaude, c'est parti un peu en général avec une altercation au départ entre Naz Reid et Ron Holland. Il y a Donte DiVincenzo qui s'en est mêlé. Finalement, beaucoup de monde a été expulsé, dont JB Bickerstaff et Pablo Prigioni, ancien joueur des Knicks notamment, et puis de Baskonia, surtout champion du monde, champion olympique. Et champion olympique avec l'Argentine. Ouais, bah c'est des images qu'on n'aime pas voir. Alors c'est pas non plus parti dans des proportions énormes, mais ça a fait un peu de remue-ménage. Voilà. Ça a brassé. Il faut pas excuser le fait que les joueurs pètent un câble. La faute initiale est sur les bras, c'est ce qu'on appelle un coup de machette. Bon, Naz Reid n'est pas content. DiVincenzo vient au milieu et c'est lui qui se touche avec Holland et c'est là où ça part un petit peu. Mais bon, on a vu je veux pas faire le vieux con, mais des bastons, il y en a eu, ne serait-ce que les entre Miami et New York, une assez belle. Et puis historiquement, les joueurs savent que maintenant mettre un coup de poing, ça coûte très cher. Historiquement, dans la NBA aussi, je conseille, les images sont floues, mais d'aller voir l'incident qu'il y avait eu entre Rudy Tomjanovic et Kermit Washington, où un homme a failli mourir, Rudy T. Alors ça brasse. Disons que en hockey, c'est quand ils enlèvent le casque et les gants et non, ils gardent les gants quand même. Ils gardent les gants, mais ils enlèvent le casque. Voilà. Ils gardent les gants. Là, quand tu mets une patate dans la tête d'un mec, que tu fais 2m10, 2m15, 2m5, que t'es gaulé comme une armoire à glace, ça peut être dangereux. Il faut pas. Après, je sais que ça arrive, je sais qu'on peut se retrouver dans ce type de situation. Bon, il y a rien eu de grave hier. Toi, tu t'es déjà retrouvé dans ce type de situation en étant joueur ? À l'époque, ça brassait un peu plus. Il n'y a pas à tirer disons que ça pouvait arriver, oui, que ça dégaine coup de poing général comme ça pouvait arriver. Mais il faut pas en tirer de gloire. Et je sais qu'il y a certains sports qui en tirent de la gloire, mais le hockey l'organise. En rugby, c'est souvent banalisé et pas tant au haut niveau qu'au petit niveau. Enfin, petit niveau, au niveau moindre. Voilà, c'est des conneries parce qu'on retient ça. Regarde, on attaque avec ça. Ce matin, tu prends tous les sites, la bagarre, le ci, le ça. Ouais, c'est pas non plus, je veux dire... Non, petite bagarre. Ça a brassé. Aussi... Ouais. Voilà. Après, on sait pas ce qui se passe dedans. Ça a dû tchatcher. Les deux s'aiment pas, les équipes s'aiment pas. On sentait une forme de nervosité. Détroit avait bien débuté le match, Minnesota pas trop. Il y avait sûrement un peu de frustration. Ce qui est bizarre, c'est que c'est au début de match. Il y a le 39-29. Oui, c'est tout début de match. Ce qui est bizarre, moins bizarre, c'est que c'est la fin de saison, qu'il y a de la pression, que les joueurs sont fatigués aussi. Parce que la faute, tu l'as dit, faut revoyer les images si vous les avez pas vues déjà, mais elle est pas non plus. C'est une grosse faute, mais bon, ça arrive quoi. C'est une grosse faute sur les bras. Il y a pas. C'est pas un jeu, c'est pas un geste vraiment dangereux pour l'intégrité physique de Naz Reid, quoi. Voilà. Ah bon, tu peux toujours casser un os. Oui, si ok, tu tombes mal, c'est vrai, ça peut arriver. Sur un scaphoïde ou une ânerie comme ça, mais il est pas en l'air. Déjà. Il touche pas à la tête. Il n'y a pas un danger, hormis contact éventuel grave, de venir sous les pieds d'un shooter ou des choses comme ça. C'est une faute. Ouais, ça aurait été une flagrante 1, quoi. Presque à peine, parce qu'il tape dans la direction du ballon. Ouais. C'est peut-être le ballon qui cherche. En tout cas, il emmène tout. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis, Naz Reid, il est pas content, il menace. C'est un peu DiVincenzo qui vient un peu envenimer la situation. Qui vient un peu exciter le truc. Ouais. Et puis après, ça part un peu en limonade. Mais ça brasse plutôt qu'autre chose. C'est marrant parce qu'on voit le grand Rudy au milieu. Oui, exactement, au milieu de la foule, oui. Il est bloqué. Celui, il veut pas trop s'en mêler, d'ailleurs. Non, les gars savent. Il a raison, ça sert à rien. Tous les joueurs savent quand ils ont un pote qui part en vrille, il faut le calmer. C'est valable
valable pour les assistants avec le coach, etc., etc. Ils savent que c'est pas une bonne chose. Bon, ouais, on enchaîne sur les Knicks. On voulait faire un point un peu global sur la saison de New York, qui était sur quand même 50 victoires, 32 défaites la saison dernière. Le bilan devrait être à peu près le même, voire un tout petit peu mieux cette saison. Ils sont à 47-27 avec encore 8 matchs à jouer, les Knicks. Après un recrutement qui avait fait pas mal parler l'été dernier. Ils sont quasiment assurés de la 3e place. Ils sont trop loin de Boston 2e et ils ont une belle marge sur Indiana 4e. Est-ce que pour toi, les Knicks, déjà, ils sont à leur place ou est-ce que potentiellement tu les voyais un peu mieux ou un peu moins bien? À leur place, oui, et pas obligatoirement dans la manière qu'ils utilisent. Ils font une bonne saison. Quand on fait une saison, on va gagner plus ou moins 50 matchs. C'est une bonne saison pour eux. La manière de jouer a changé. On va attendre que Bronson ait bien récupéré, soit tout neuf. Là, ce serait bien qu'il fasse les 3-4 matchs, 3-4 derniers matchs de saison régulière. Son absence a permis à Michael Bridges, qui avait quand même sérieusement pioché, tant en début de saison qu'après, derrière le All-Star Game, avant de revenir, enfin pas régulier, de s'éclater. Ils ont mieux défendu. Sans Brunson, j'ai trouvé. Ils ont mieux défendu, mais comme Cameron Payne a montré des choses. Et puis, force est de reconnaître, même si le joueur est toujours fragile, que Karl Anthony Towns fait des chantiers impressionnants, quoi. Que Josh Hart continue à se multiplier. Et quand l'absence de Brunson, il m'a surpris dans son qualité de leadership. Il est toujours leader dans le jeu par ce qu'il fait. Mais non, c'est une bonne saison. C'est une équipe qui va faire les playoffs pour la 4e fois de suite. Avant Tom Thibodeau, je crois qu'il y avait eu 5 ou 6 ans sans les playoffs. On verra, le grand rendez-vous, ce sera a priori contre Boston en demi-finale de conférence. Je trouve que le tirage Milwaukee leur va mieux que de tomber Détroit ou Indiana au premier tour, parce que c'est une équipe fragile. Voilà, OG Anunoby est en train de franchir un cap aussi. Il manque quand même le soupçon défensif, l'apport que pouvaient avoir Hartenstein et Robinson à l'époque. Bon, certes, Robinson est revenu de blessure, mais il y a plus cette espèce de D avec un D et puis fence comme une barrière de jardin, tu sais. Il y a plus ça. Il y a plus ça, et je trouve ça dommage. Après, les mecs, ils mettent des paniers, ils sont une équipe qui joue bien au basket. Même un mec comme Landry Shamet se remet à mettre des paniers. Miles McBride a eu ses moments. C'est pas une équipe qui a une longue rotation, mais on sait que c'est pas le dada de Thibodeau. Voilà, le petit Collet qui a montré des choses aussi. Justement, moi je voulais parler un peu avec toi de Tom Thibodeau. Juste avant ça, oui, on rappelle que Jalen Brunson a annoncé cette nuit qu'il allait pouvoir reprendre alors les activités basket, c'est ce qu'il a dit. Il n'a pas voulu dire si c'était avec ou sans contact. On imagine que ça sera sans quand même au début, qu'il est absent depuis quasiment un mois. Tom Thibodeau, je sais que, alors je sais pas si tu es fan ou pas de Tom Thibodeau, mais être fan, mais en fait, en fonction de son équipe et de ses rotations, est-ce que j'ai l'impression tu vois, Jalen Brunson s'est blessé. Parmi le top 5 des joueurs qui jouent le plus en NBA, il y en a 3 des Knicks, Anunoby, Hart et le 3e c'est Bridges. Est-ce que t'as pas un peu l'impression que Tom Thibodeau il fait un peu toujours pareil avec ses équipes et que une fois arrivé en play-off, les mecs sont un peu cramés, sachant il est vrai que le banc, t'en as un peu parlé, il est pas exceptionnel au Knicks. T'as McBride, Campaign, Ashiwa, Robinson, Shamet qui est revenu un peu de nulle part. Ouais, mais regarde, ils ont réussi à faire revenir Shamet. L'année dernière, il a fait jouer Ashiwa. Il faut que les mecs restent prêts sur le côté, parce qu'ils ont pas énormément de temps de jeu. C'est vrai qu'ils donnent beaucoup, voire trop de minutes. Parfois, ils pourraient faire des rotations différentes, mais il est comme ça. Après, c'est pas en faisant n'importe quoi que tu gagnes 50 matchs plus dans la saison régulière. Il fait avec ce qu'il a. Moi, je trouve qu'en l'absence de Brunson, il a trouvé des solutions. Ce qui n'était pas évident pour une équipe qui était aussi dépendante d'un joueur qui tient beaucoup le ballon.
et qui va revenir, mais qui lui faudra remettre en place son shoot. On sait qu'un joueur qui revient de longue absence de 4-5 semaines, il y a du boulot. Donc voilà, moi on connaît Thibodeau, mais les Knicks ont traversé tellement de choses négatif en disant que depuis qu'il est là, alors oui, il y a de manière récurrente, ces joueurs sont ceux qui jouent le plus, etc. On le connaît, mais bon, tu as une équipe qui donne un meilleur visage, qui a un meilleur classement et qui gagne plus de matchs. Ok, je vais pas revenir sur ceux qui sont passés avant, mais reprenez-les. Et regardez les records victoires-défaites des Knicks avant l'arrivée de Thibodeau, vous allez prendre peur. Hein. Il y a des saisons à 17, à 22, à 19. Je suis souviens de David Fisdale il y a encore pas si longtemps finalement où ça avait été assez cataclysmique. Ouais. Il n'y a pas que lui, hein, mais c'est vrai que lui ça m'avait pas mal marqué. Il l'avait symbolisé quand même. Ouais, c'est ça. On va pas revenir là-dessus parce que après on dit t'aimes pas un tel. Non, ce qui est factuel, c'est le victoire-défaite. Le truc, moi, le seul truc que je dis avec Thibodeau, c'est que je pense qu'il a remis les Knicks sur le devant de la scène. Avec Leon Rose. Qui est président, directeur des opérations basket, si je dis pas de bêtises. Mais est-ce que pour passer la dernière step et faire vraiment des Knicks un candidat au titre, est-ce que tu penses pas qu'à un moment, peut-être les Knicks pourraient se dire on change et on prend quelqu'un d'autre qui pourrait apporter de nouvelles choses et nous faire passer un dernier palier, tu vois, la situation. Moi, je trouve que la situation de Cleveland, tu vois, cette saison, elle est assez parlante. Ils ont osé changer. Ouais, mais finalement, Cleveland a été 4e la saison dernière. Oui, tu vois, il n'y avait pas non plus une énorme différence. Il restait sur une défaite au premier tour contre les Knicks en ayant l'avantage du terrain. L'année suivante, c'est un peu mieux, il passe un tour, mais bon, ça restait qu'il passe un tour au match 7 contre Orlando. On sentait que ça piochait. Et puis, je trouve pas que ce soit tout à fait les mêmes trajectoires. Mais bon, sauf à ce qu'ils aient récupéré un joueur majeur comme ça, comme a été Donovan Mitchell ou Karl Anthony Towns, qui arrive de franchise de l'Ouest. Ça se ressemble un peu, mais c'est pas spécial New York. Apporter des nouvelles choses, ok, mais être capable de faire ce qui est fait déjà. Les Knicks, alors on va voir cette semaine parce que ils vont rejouer les Cavs. Il faudrait qu'ils soient capables de taper une fois les Cavs, Boston. Bon. C'était le problème cette saison, ils ont perdu à chaque fois. Et puis souvent, ça s'est très mal passé en plus. Ouais, et il y a eu des écarts. Et contre Boston, il y a eu, au Garden notamment, une démonstration de Boston, une incapacité à stopper Jason Tatum, plein de choses. Mais ça, c'est un challenge. Après, on verra. S'ils perdent de manière... Et c'est différent de perdre 4-3 à Boston au match 7 ou de se faire sweeper en prenant 25 points. On peut pas faire de projet sur la comète. On va voir comment va revenir Brunson. En son absence, il s'est développé des choses. Anunoby a grandi, Michael Bridges a grandi, Cameron Payne s'est un peu affirmé, Shamet, comme tu le dis, revenu de nulle part. Karl Anthony Towns arrive à être bon sans mettre de points parfois. Enfin, 10-15 et il peut monter à 35. C'est pas inintéressant ce que font les Knicks. C'est pas inintéressant. On verra. Boston est toujours une équipe fantastique, mais a montré cette année qu'il pouvait en lâcher aussi, sauf contre les Knicks. On verra bien. Ça marche. Si tant est que les deux se sortent du piège que vont être des Bucks qui n'auront absolument que des choses à gagner. Et pour Boston, le 7 ou 8e, ce sera ou Atlanta ou le Magic. Et si c'est le Magic, c'est un 7e bien masqué. Parce que ça vaut certainement mieux que 7, le Magic d'Orlando. Ouais, c'est vrai. Après... Moi, je donne quand même pas cher de la peau du Magic face aux Celtics, tu vois. S'ils prennent un match, c'est bien. S'ils prennent un match, l'honneur, faire durer un peu la série, quoi. Bon, il y a une équipe, par contre, qui a pas hésité à changer de coach dans les dernières encablures de la saison régulière. C'est tout récent, c'est les Grizzlies qui ont mis de côté, viré Taylor Jenkins, qui était coach depuis 2019, qui est le coach le plus victorieux de l'histoire de Memphis. 250 victoires, 214 défaites. Il avait dépassé Lionel Hollins.
Génération Zibo. Très récemment, voilà, la belle génération de Memphis. Je connais un mec qui est supporter de Zibo et qui a le maillot 50 rouge de Memphis. Très beau maillot rouge. Ouais, à l'époque, Mike Conley, Marc Gasol, etc. Tony Allen. Et à l'aile, il y avait Tayshaun Prince. Mais par contre, Memphis qui était sur un 8-12 depuis le All-Star Break, c'était le 20e bilan de la NBA. Et donc Thomas Isalo, qui était l'assistant de Taylor Jenkins depuis l'été dernier, qui était arrivé en fait sans vraiment l'accord finalement de Jenkins. Enfin, on lui avait pas vraiment demandé son avis. On avait renouvelé son staff et donc les Grizzlies qui ont appuyé sur le bouton sans qu'on s'y attende vraiment, 5e de la conférence Ouest. Déjà, est-ce que tu penses que c'était une bonne décision, parce qu'on ne sait pas encore exactement tout ce qui s'est passé en coulisses. Là, il y a Ja Morant qui a dit qu'il était assez choqué de ce départ, même si lui, en tout cas dans les médias, il semblait qu'il était assez mécontent de son utilisation et de la nouvelle attaque de Memphis cette année. On va y revenir. Déjà, est-ce que changer Jenkins... Est-ce qu'on a entendu Taylor Jenkins hurler au loup quand Ja Morant a stoppé la progression de son équipe et de la franchise il y a 2-3 ans, là, quand il est parti en vrille? Non. Donc ce serait bien que Ja Morant s'en souvienne. Je pense que alors il y a plusieurs choses. Comme tu l'as dit, on sait pas grand-chose, c'est nébuleux. Bonne chance à Thomas Isalo, qu'on connaît bien, puisqu'il a coaché à Paris 1 an, et avec les résultats qu'on connaît. Top résultat. Il y a une méthode défensive installée dans l'intensité qui fait pratiquer, que ça a été le cas à Ulm, c'était le cas à Paris. Voilà, il est, à mon avis, pour l'instant, il est coach intérim. Ils veulent savoir s'il est capable de faire quelque chose. Ils ont dû juger que la dynamique de leur équipe était pas bonne. C'est un peu le principe de Pierre Sage et Fonseca en foot, c'est-à-dire que tu fais du bon travail. Historiquement, quand Antoine Kombouaré, qui était premier du championnat, voilà, et tu décides d'un changement, et c'est comme ça, voilà. Alors le timing est jamais bon, c'est dur pour Taylor Jenkins, mais il me semble que là-dedans, à Memphis, où il y a une équipe où il y a plein de bons joueurs à l'intérieur, même en l'absence de Brandon Clark, derrière Jaren Jackson, Zach Edey, toute la bande, Santi Aldama, JF, ça joue bien. Il y a des arrières en meneur en pagaille. Il y a le shooter Kennard, il y a ce Gigi Jackson qui joue rarement, mais qui est le seul ailier. Ils ont pas un ailier. Elle est très déséquilibrée en nombre de joueurs. Et il y a un problème Ja Morant, qu'on le veuille ou non. J'en parlais en le comparant un peu à la Melo Ball, ces joueurs qui font des highlights, qui montrent qu'ils peuvent enfumer tout le monde à tout moment sur un contre un. S'ils le font pas dans la constance en NBA, ça reste des highlights et pas des gens qui sont pour faire gagner une franchise. Nous en France, nous sur l'émission, enfin je m'en étais un peu surpris, beaucoup voyaient les Grises pas bien. Moi, les Oursons, je me disais, il y a un coup à faire, et ils étaient avec Houston pendant longtemps. Je pense que l'ambition du management, c'est d'être deuxième, derrière OKC, et qu'ils en sont loin, et que la défaite contre les Lakers consacre le fait qu'ils sont plus loin de la deuxième place, qu'ils ne sont loin de ceux qui viennent leur sniffer les oreilles par derrière. Là. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi, est-ce qu'on se trompe pas de costume parmi les dirigeants de Memphis? Est-ce que cette équipe vraiment elle vaut une deuxième place ou voire une troisième place de la conférence Ouest? Le bilan est bon, mais avec un Ja Morant qui quand même loupe beaucoup de matchs. Quand il joue, comme tu dis, il est pas toujours exceptionnel non plus, tu vois, Ja Morant, c'est... Mais ils sont quand même bien placés. Oui, ils sont bien placés, mais et Jaren Jackson Jr., quand il prend des fautes trop rapidement, comme contre les Lakers, ça peut pas être la match. Jaren Jackson, c'est un mec qui a été élu meilleur défenseur de l'année. Ce Desmond Bane, c'est un mec qui fait avancer une équipe. Ja Morant, c'est un des phénomènes de la ligue, et ils en auraient, son côté Iverson, son côté Lillard, son côté ce que tu veux. Il pose des dunks parce que Lillard en posait à l'époque, etc., etc.
il y avait de l'ambition. Il y a eu l'épisode Dylan Brooks, il y a eu l'épisode Ja Morant. Taylor Jenkins a toujours traversé tout ça en restant focus sur le terrain et rien d'autre autour. Je pense qu'au bout d'un moment, et on verra la suite des événements avec Ja Morant, je veux pas être oiseau de mauvais augure, mais ça sent pas bon pour la relation longue durée avec Ja Morant et Memphis. Enfin, je sais pas. Je le ressens comme ça. Je n'ai aucune info. C'est juste un feeling. C'est pour ça que tout le monde parle. Toi, tu vois, on parle toujours des coachs. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux en plus de ce que Thibodeau pourra progresser? Ouais, mais la question se pose pas que comme ça. Oui, il y a des choses à faire mieux. Mais ce qui est fait est déjà important. Donc il faut savoir ce que t'as et savoir ce que tu veux avoir. Et là, typiquement, pour moi, c'est un super test pour Isalo. Parce qu'il il y a deux I. Il y a deux I en ouverture. Il peut devenir, si là, le prochain match, il reçoit les Warriors. Je vais pas te dire qu'il joue sa saison et sa carrière à Memphis là-dessus, mais pas loin. Parce que s'il perdait celui-là, clac, ils passent en limite de pas faire les playoffs directs. C'est ça qui leur prend au nez. Ouais, c'est peut-être ça qu'ils ont voulu éviter, et c'est peut-être ça, c'est contre ça qu'ils vont batailler. Le match entre les Dubs et les Grises, ça va être terrible. Mais tu vois, sur Thibodeau, alors je laisse entendre, est-ce qu'on pourrait pas faire mieux que Thibodeau ou faire un peu différemment? Ouais, non, mais pour Jenkins, est-ce que lui pouvait vraiment faire mieux avec cette équipe? Moi, c'est plus ça la question que je me pose. Et pour moi, ils sont à leur place quand même, Memphis. Genre, si tu finis 5e, après, ok, alors, ça peut descendre encore. Ils le sont depuis quand, 5e? Ils ont longtemps été 2e, 3e. Oui, ils ont été 2e. Mais après, c'est pas parce que t'es... Oui, mais on sait très bien que la saison, elle est longue et que tu peux être bon jusqu'en décembre. Je suis pas là pour justifier. Je suis pas là pour justifier. Je trouve que Taylor Jenkins a fait un si bon boulot, très très bon boulot. Mais c'est quand même pas des abrutis. Ils ont pris une décision par rapport à des choses. C'est pas juste un délit de sale gueule. Sur les choix des dirigeants, maintenant, depuis le trade de Luka Doncic, j'ai plus aucune certitude. Le trade de Luka Doncic, tu sais, dans le marketing autour de la NBA, il y a des gens, quand tu représentes des grandes marques qui agissent bien, qui font des choses bien et tout. Après, s'ils leur donnent des responsabilités de choix d'hommes, de ceci, cela, c'est parfois différent. Et les exemples sont multiples. Je vais pas en rajouter sur Nico Harrison, mais il n'est que un de plus. Alors, oui. Il est en haut de la liste maintenant, c'est en triple XL. Il est en haut de la liste. Il est en triple XL, mais le nombre de mecs qui viennent, qui ont pas la formation sport, ça veut pas dire avoir été joueur, avoir travaillé dans des franchises, que ce soit dans un staff technique, vidéo, dans le marketing, dans l'organisation, dans la logistique, dans ce que tu veux, ils débarquent. Alors oui, ils vont faire des bonnes choses, et puis de temps en temps, il va leur venir de mauvaises idées. Ouais. Ouais, donc tu disais pour Taylor Jenkins, c'est quand même un pari des dirigeants. Si Memphis passe par la case play-in, on pourra dire que c'est un peu un pari raté. Enfin, après, ils peuvent encore se qualifier au premier tour des playoffs. Mais on pourra dire déjà que c'est un échec. Déjà, le fait de pas taper les Lakers sur mouvement de coach, sur un match certes serré, tout ça, c'est pas un bon point. Ouais, ils étaient pas très loin. Enfin, c'était serré tout le match. C'était un bon match. Les Lakers, c'est un match à 2 possessions, 3 possessions, avec un gros match du trio des Lakers. Mais cette équipe est mal construite. Après, dans la conférence Ouest de cette année, quand tu vois que c'est Houston qui apparaît comme devoir finir 2e, ça se présenterait, même s'ils ont un gros calendrier sur la fin. Les Lakers, Memphis, peut jouer ces équipes-là. Donc, je vois pas en quoi. Je trouve que nous, je te répète, nous que je nous englobe tous, on a sous-estimé les Grises qui l'année dernière étaient dans le marigot à la 12e place. Avec beaucoup de blessures. Énormément de blessures. Non, énormément. Mais c'est bien pour ça qu'il était évident que ce soit Brandon Clark, Jaren Jackson, Ja Morant, tout le monde était blessé. Donc c'était évident que moi, qu'il soit 4-5e, je trouve ça très bien. Qu'il soit dans le top 4, ça me paraissait plus logique quand même. Et à un moment, ils étaient 2e et ils se sont vus beaux. Voilà. Maintenant, Taylor Jenkins restera le coach qui a le plus gagné, qui a fait des choses. Je pense que l'attente avec Ja Morant et tout est trop longue
pour l'organisation. Ils voulaient savoir s'ils doivent chercher un coach, sans doute, pour cet été. Le fait de mettre Tuomas Iisalo fait que là, ils font un test grandeur nature. Tu me dis toi-même qu'on peut pas attendre de Memphis qu'ils aillent en finale NBA. Non. Mais comme tous les autres, ils peuvent aller en finale de conférence. Tous les autres, du 2e au 8e. Voilà. Ils font un test grandeur nature avec Tuomas Iisalo, qui a une belle opportunité. Voilà. Et quand il est arrivé l'année dernière, le message déjà de l'organisation à Taylor Jenkins de renforcer son staff en mettant des mecs que lui ne choisissait pas, était un indicateur assez fort. Et d'ailleurs, ils ont été licenciés aussi, ces hommes-là, notamment Noah Laroche, qui était un peu l'instigateur de ce nouveau système offensif sans pick and roll. Lui aussi, il a pris la porte. Donc c'est vrai qu'on comprend pas trop en fait, parce qu'on lui rajoute des gens dans leur staff. Là, on en garde un, son premier assistant, Tuomas Iisalo, et on vire les autres. Enfin, c'est un peu. Tuomas Iisalo, il a une méthode sur la défense. On passe au sujet suivant, que sur la NBA en Europe qui va arriver, sujet vaste. Ça arrivait c'est tombé un peu la semaine dernière. Il y a eu une conférence de presse avec Adam Silver, le boss de l'NBA, et Andreas Zaklis, le boss de la FIBA. Je résume un peu tout ça. L'idée, c'est qu'on aurait pas avant 2027. Le début, ce sera pas la saison prochaine. On ne rediscute pas avant 2027. Ouais. Donc potentiellement, ça peut être plus loin. Oui. Ça peut être un peu plus loin. Au large, vas-y. Ligue semi-fermée de 16 équipes, dont 12 permanentes. Donc ça veut dire qu'il n'y aurait que 4 nouveaux tickets au mieux chaque saison, avec les règles FIBA, des cartons de 10 minutes, la ligne à 3 points qui serait européenne à 6,75 m, et un salary cap. Ça, c'est un nouveau truc. Enfin, c'est quelque chose qui importerait la NBA. Et puis, il se dit que la Adam Silver aimerait des franchises. En Europe, tu as un contrôle de gestion. Tu as un contrôle de gestion. C'est pas exactement la même chose que le salary cap. Non, c'est pas le même fonctionnement. Tu en as en rugby. Et la NBA qui aimerait avoir des franchises dans les principales grandes villes européennes, Madrid, Barcelone, Munich, Berlin, Londres, Manchester, Milan, Rome, Istanbul, Athènes et Paris. Jacques, donne-moi un peu ton avis sur cette NBA. Moi, je l'ai déjà donné en pas Europe. mal de Alors, fois. Dis-moi des choses que tu m'as pas déjà, que t'as pas déjà dit. Que moi, ce qui me choque un peu, j'ai vu après les déclarations de Moti Younas, là, qui a longtemps été le président du Zalgiris Kaunas. Je suis pas. Moi, quand la FIBA est à côté de la NBA pour parler de ça, je me souviens, parce qu'il faut quand même se souvenir des choses, que la FIBA ne voulait plus gérer la Coupe des Champions, qui était devenue trop big et tout, au début des années 2000, et a donné le bébé. Il y avait eu une séparation Euroleague, Supro League et tout, et l'Euroleague a récupéré le bébé. L'Euroleague est un formidable succès de basket, en termes de niveau de jeu, d'audience, mais économiquement, ça coûte de l'argent au club, parce que c'est lourd de faire 34 matchs de saison régulière, les arènes et tout, et les droits de télé sont totalement insuffisants. Donc économiquement, il y a souci, mais je ne vois pas quand même comment les clubs qui appartiennent à l'Euroleague, qui appartiennent qu'ont des licences Euroleague, donc ils sont contractualisés, alors même si peut-être 2027 est une date, puisqu'on nous renvoie tout à 2027, vont d'un seul de se remettre sous l'égide de la FIBA d'un coup de baguette magique. Tout ça, il va falloir le régler. Tout ça, c'est bien gentil, la FIBA, elle se montre, elle est à l'affût, l'Euroleague a vu que la NBA était allé à Abu Dhabi depuis 4 ou 5 ans, où se passe le Final Four cette année? À Abu Dhabi. Donc il faut arrêter, tout ça c'est commercial. Moi je veux bien qu'il y ait une équipe de basket à Manchester, je suis pas sûr qu'il y ait la même passion que Kaunas, où il n'y a pas d'équipe de foot. Voilà, que Belgrade n'est pas obligatoirement l'étoile rouge en foot et plus ce qu'elle était, que les équipes serbes sont plus, et que le basket est tellement big là-bas. Je sais pas, je vois beaucoup de choses. Ça t'agace un peu là. Non, ça m'agace pas. C'est un monstre du Loch Ness. Vous régalez tous de ça parce que il y a marqué Europe, France. Moi, j'en suis à me dire que si on fait vraiment de la NBA, l'Adidas Arena, elle est pas compatible.
On va me dire, il y a Bercy, mais il y a de clubs résidents à Bercy depuis 30 ans, non. Non. Donc, on aurait un problème aussi. Villeurbanne a une salle qui pourrait, je veux dire, il faut arrêter d'être excité. La réunion entre Zach Liss et Adam Silver, il a gentiment botté en touche, Adam Silver. Après, je sais que pour eux, ce qu'il y a comme problème, c'est que le NIL, c'est-à-dire l'autorisation de payer les joueurs en NCAA, est un tel changement, une telle révolution, que les joueurs vont certainement rester un peu plus en NCAA. Ils pourront y vivre pendant 2, 3, 4 ans éventuellement, et que ça risque de bouffer un peu, et beaucoup même déjà, on pourrait en reparler, le niveau de la G-League. Ça, c'est une première chose. Avoir des joueurs qui puissent venir en Europe, ce serait peut-être intéressant aussi. Ça éviterait peut-être à nos jeunes joueurs, là j'y vois un point positif, de systématiquement partir et être drafté sur place ou pas loin. Quand un joueur va jouer en Euroleague, même à Athènes, il est quand même pas bien loin de la France. C'est pas pareil de traverser l'océan. Enfin, je vais pas faire des leçons. Oui, c'est un peu moins loin, c'est sûr. Voilà, mais je suis pas persuadé et ce serait bien il y a une telle culture des fans basket. C'est qui ton équipe préférée? Ah bah, c'est forcément une équipe NBA. Bon. Eh oui. Et si demain on me dit que c'est Milan, Paris, Madrid, moi je suis pas du tout forcément excité par l'idée de la NBA en Europe. Oui, quand je te dis, je trouve que l'Euroleague est très bien là où tous elle est. Les gens hors vraiment, basket sont beaucoup plus excités que les gens du basket. Ah voilà, ça c'est un vrai sujet, je pense. Ouais. Mais il y a peut-être beaucoup plus de gens hors basket que de gens basket européens, et que du coup c'est un nouveau marché avec un nouveau public et tout ce que ça implique. Mais le basket, il est pas européen, il est pas NBA, il faut arrêter avec le talibanisme là. C'est une balle qu'on met en l'air et qu'on se bataille quoi. Faut arrêter. Non, je suis ni en attente d'urgence, ni excité, ni quoi. Je regarde. Je me dis qu'il y a quelques problèmes pour l'installer. Je cherche le pourquoi du comment. Je sais bien qu'il y a la thune, le marketing, l'organisation, et éviter que quelqu'un d'autre le fasse. Mais bon, on verra. Je suis pas hyped. Peut-être que tu deviendras hype dans les prochaines ça semaines. Me fait plaisir, moi, quand je peux voir du basket. Bah ouais, ça sera moins si loin. Je peux voir de la tu sais où j'habite. Ils vont faire venir les Knicks à l'Adidas Arena et tu vas changer d'avis très vite. Ouais, mais enfin, si les Knicks ils viennent, moi, ce qui m'arrangera vraiment, c'est quand ils viendront à Barcelone, de là où j'habite. Ah bah, ça sera plus près. Ça sera un peu plus rapide pour y aller, tu m'étonnes. Bon, je crois qu'on a tout dit. On se retrouve, je crois, vendredi pour un nouvel. Non, pas celui-là. Pas celui-là. Justement, en parlant de l'endroit où j'habite. Non, je prends un petit break d'avant les vacances de Pâques. Ça marche, histoire d'être bien frais avant les playoffs, quoi. De rattaquer le 11 avril on se retrouvera le 11 avril pour un petit podcast. Super. Écoute, je te souhaite un bon petit break. Et puis, à très bientôt pour un nouveau numéro. Ciao. Ciao.